Notre forum, vous pouvez aller voir le conseil, hein, si ça vous en dit. Et donc, ici, c'est une heure. Même, c'est la première fois que nous avons à la régie M. André, hein, M. Mario et Souffrant. Comme vous dites, tout est nouveau aujourd'hui. C'est aussi, peut-être pas la première, mais la deuxième fois que nous avons deux intervenants sur notre panel. D'habitude, on a trois. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un thème quand même assez particulier où l'on veut une confrontation, un débat contradictoire. Et c'est pourquoi on a choisi d'avoir seulement deux personnes comme panélistes, comme on dit, hein, plutôt que trois, de sorte que, en même temps, ça permet à chacun des deux intervenants d'avoir un peu plus de temps d'élaborer leur argumentation. Comme vous savez, pour ceux qui sont des habitués de nos forums, les gens voient pas mal, les gens ici, il y a le conseiller commercial de l'ambassade de France, hein, par exemple. Je leur remercie d'être présents. Nous faisons, bon, au départ, c'est sur les interventions, et ensuite, on passe à la session questions-réponses, et c'est jusqu'à 19h, on ne dépasse pas 19h. Après 19h, c'est une collation, nous vous offrons une collation. Donc, bienvenue à notre Business Forum. Je tiens à saluer la présidente de la Jeune Chambre internationale pour lui, Priti Padarat, ainsi que le sénateur Bachir et Anwar Kedou. Et nous avons, je remercie aussi la présidente de Gavil Paten, qui est le directeur du projet. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, donc quelques petites règles, évidemment, hein, votre portable, hein, donc vous savez, donc si vous pouvez mettre sur vibration ou quiet, donc si vous avez un appel, vous pouvez sortir et prendre l'appel, mais ne dérangez pas le débat. Donc, le débat, le projet Maurice Durable, oui, et nous avons décidé de faire ce débat et je crois que c'est peut-être la première fois, d'ailleurs le docteur Diogo m'a fait la remarque ce matin, c'est la première fois que nous faisons un débat contradictoire sur ce projet de mémoire. Hein. D'habitude on a un débat, si on peut dire un débat, une discussion à sens unique, hein, où c'est peut-être lors d'une conférence qui est tout à fait officielle, où on n'a que les décideurs qui parlent, ou bien des débats où on n'a que ceux qui sont contre qui parlent. Mais je crois que c'est la première fois qu'on aura un débat contradictoire sur ça, parce que évidemment, si vous lisez un petit peu les journaux, de par la personnalité que vous avez des gens qui sont ici, si vous dites déjà le docteur Vincent Diogo, très critique du projet MID, et d'ailleurs vous n'avez qu'à lire sa dernière interview dans le week-end il y a 2 semaines, il y a 1 semaine et demie. Donc je crois que il est important, je crois, que quand même on affronte les idées. On affronte les idées. Parce que jusqu'à présent, on a l'impression qu'il y a un dialogue dessous. Hein, on donne des entretiens dans la presse, mais à la presse, on fait face seulement aux journalistes qui ne posent pas nécessairement des questions contradictoires. Et nous devons remercier quand même Ousmane Mohamed d'être présent, d'accepter ce challenge quand même, d'accepter ce challenge de faire face à ce que j'appelle son plus grand contradicteur. Bon, il y en a beaucoup, sans doute, dans cette audience. Je suis sûr qu'il y en a pas mal dans cette audience, mais quand même, merci Ousmane et de faire face à ce challenge et de répondre à des questions. Et je suis sûr qu'il y aura pas mal de questions sur ce projet Maurice Durable. Et évidemment, nous sommes là, c'est un forum débat, c'est pas un genre de séminaire pour vous expliquer c'est quoi le projet MID. On en parle depuis 2008, elle a été lancée en 2008, le concept a été lancé lors du budget 2008. Et à l'époque, c'était essentiellement axé sur l'environnement, mais après, on est venu avec les 5 E, énergie, environnement, emploi, équité, entre autres, et c'est devenu un projet de société en décembre 2010, je crois. Le Premier ministre avait dit que le projet, c'est en fait un projet de société qui va au-delà de l'environnement, qui concerne la société. Donc, et puis,
bon, ça a pris pas mal de temps, il y a eu quelques projets, tout ça, il y a un fonds validé, hein, je sais que qu'à la fin de l'année dernière, seulement quelques 700 millions d'euros ont été dépensés, mais il y a deux petits projets, peut-être on ne les sait pas. Et puis, il y a quelques mois, on a publié un rapport, on appelle ça un Report on Policy Strategy and Action Plan, fait par un consultant international, et à partir de là, on peut dire que le projet MIDI est vraiment mis en chantier. Hein. Avec pas mal de projets, paraît-il, il y a quand même 240, 250 projets, 230 projets, paraît-il, vous savez, les gens ne savent même pas qu'il y a 130 dans le rapport. Mais, comme je dis, bon, c'est un forum débat, forum d'idées, on n'est pas là vraiment pour peut-être 5 ou 10 minutes, on va présenter le projet, mais on n'est pas vraiment là pour vous présenter le projet, c'est pas un séminaire. On est là pour regarder un petit peu les critiques sur ce projet, les idées, peut-être de nouvelles idées, tout ça. Okay? Et c'est pour ça que, en fait, le forum aujourd'hui, c'est pour répondre un petit peu aux critiques sur le projet et pour voir un petit peu en quoi les critiques sont fondées. Et c'est dans ce titre que le docteur Vincent Diogo, qui est consultant en développement durable, de formation urbaniste, accepté volontairement de parler en premier. Hein, et ensuite, Ousmane Mohamed, qui est l'executive chairman de la commission Maurice Durable, parlera en deuxième position. Mais lorsqu'il fait le score est terminé, évidemment, Dr Diogo peut rebondir et revenir. Et c'est là que le débat sera lancé et avec vos questions. Ok, voilà un peu les règles du jeu. Je suis le modérateur. Qui dit modérateur dit modérer le débat. Donc je suis là pour modérer le débat et tout à l'heure, parce qu'il y a des questions, j'attendrai des questions, je ne voudrais pas des troisième ou quatrième interventions, de toute façon on n'aura pas de temps. Hein, donc si tout à l'heure on prendra vos questions les plus pertinentes. Merci. Donc merci en guise d'introduction. Donc, on va commencer avec le docteur Vincent Diogo, consultant en développement durable, et dont chacun aura entre 25 et 30 minutes pour parler librement sur le projet Maurice Durable. À vous, docteur Diogo. Merci Eric, monsieur le modérateur, pour être plus formel, et monsieur Ousmane Mohamed, mesdames et messieurs, et premièrement, c'est avec un très grand plaisir que je suis ici pour débattre ce sujet qui me passionne. Parce que dans la lettre d'invitation, je vois que j'ai été nommé le plus grand contradicteur. Je ne sais pas comment j'ai eu ce titre, mais c'est vrai que le MID, le développement durable, me passionne. Okay? Étant donné que, bon, moi j'ai 62 ans, je vois que j'ai d'anciens profs, anciens élèves, donc je suis heureux de voir que, bon, j'ai vieilli, oui, mais on a une longue expérience et le sujet nous passionne vraiment. C'est pourquoi, quand quelque chose ne va pas, je râle. Je dis ce que je pense parce que je crois que ce pays, c'est un beau pays et le développement durable, c'est le modèle de développement qui doit vraiment prédominer. Alors, j'ai peut-être 35 à 38 ans d'expérience en développement durable, étant donné que j'ai commencé comme géographe, puis je suis passé à l'aménagement du territoire, et puis ça, j'ai fait la gestion environnementale. Donc, plus de 10 ans d'expérience d'études académiques et 35 ans d'expérience professionnelle. Donc, quand je viens ici à Maurice, après avoir travaillé dans des organisations internationales, et c'est un peu navrant de voir comment les gens du pays sont traités, d'accord? Et surtout que quand on parle du développement durable, on parle du développement qui doit apporter le soutien qui doit regrouper le plus d'intellectuels que possible, doit pouvoir regrouper tout le monde. Or, ce que nous avons vu dans le cas de MID, parce que c'est pas la première fois qu'on fait un document de politique. Maurice en a fait beaucoup et de bien meilleurs. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu le document. J'espère que vous avez lu le document. Je sais que ce n'est pas un document intéressant à lire.
Excusez-moi, M. Ousmane Mohamed, mais c'est pas un document très intéressant à lire. Je ne sais pas si vous le gardez à votre chevet, mais bon, je ne vous conseille pas de le lire trop longtemps parce que vous risquez d'avoir une indigestion. Mais je le dis parce que j'ai des points. Je vais pouvoir vous dire pourquoi je pense que c'est un document qui aurait pu être mieux fait en moins de temps. Je ne le dis pas parce que je suis simplement un râleur, un emmerdeur, quelqu'un qui ne veut pas voir les choses tourner en rond. Parce que c'est ce qu'on dit dans ce pays. Aujourd'hui, si vous faites des commentaires qui ne sont pas favorables au régime, vous devenez un ennemi. Ok, c'est normal, c'est classique. Donc, si je vous dis que je n'aime pas ce document, je vais vous dire pourquoi. Donc, premièrement, comme je vous dis, je ne sais pas combien ont vu ce document, mais c'est rempli de fautes, de coquilles, c'est faible, l'argumentation n'est pas bien construite, la rationalité n'est pas bien exposée, et puis il n'y a pas un suivi, c'est pas cohérent. Normalement, un document de politique doit être clair, doit être précis, doit être concis. C'est ça un document de politique. On ne peut pas avoir un document qui passe de coq à l'âne. Vous avez, on commence par une vision sectorielle, et puis ça on parle des 5 E, et puis ça on parle des programmes, d'accord? Donc on passe d'un schéma à un autre sans une explication quelconque. D'accord? On parle des 5 E, on a une certaine justification, mais la situation, l'analyse de la situation actuelle, qui occupe 20 pages du document, n'est pas reflétée dans les 5 E. D'accord? Normalement, quand vous faites une analyse, vous êtes en train de faire un document de politique, vous faites une analyse critique de la situation, un diagnostic, et puis ça, ce que vous proposez comme politique doit refléter ce que vous avez mis dans votre diagnostic. Or, il n'y a pas vraiment de cohérence entre la situation actuelle et les 5 E. L'équité, par exemple, il n'y a pas de justification. Donc tout ça nous amène à dire que c'est un document très faible. Et on se demande si vraiment c'est les consultants McDonald, parce que ce sont des consultants de renommée internationale. Comment ils ont pu pondre un document aussi faible après autant de luttes, après autant de... Parce que je sais que ce document a connu plusieurs avatars. Mais voir ce document avec autant de faiblesse me fait mal au cœur. Je vous donne par exemple quelques petites coquilles, quelques petites erreurs factuelles. Par exemple, on parle d'un Sustainable Development Division. D'accord? Comme je vous dis, un document de politique doit être très précis. Il n'y a pas de Sustainable Development Division au ministère. Donc, comment un document qui est daté en juin 2013 peut parler d'une division qui n'existe pas? On parle de Ministry of Environment, alors que c'est Ministry of Environment and Sustainable Development. Donc, quand ils font l'analyse du ministère et qui va, disons, refléter dans le framework institutionnel, il y a déjà une erreur. On n'est pas en train d'apprécier la vraie valeur du ministère de l'Environnement. D'accord? Donc, un document de politique ne peut pas faire des erreurs pareilles. On parle du Economic and Social Transformation Program. Bon, c'est un document, on n'a pas vu l'ébauche. Normalement, un document de politique se réfère à des documents qui existent. Un gouvernement ne peut pas prendre des décisions sur des documents qui n'existent pas. D'accord, on sait qu'il y a un projet, mais on ne peut pas assujettir le MID au ISTP. D'accord? Parce que c'est un document qui n'existe pas. Donc voilà, il y a même quelques fautes très graves. Par exemple, on parle du GDP per capita, le ISTP, qui veut transformer le pays en high income country dans 10 ans, avec un GDP at PPP à 14 000 $. Mais dites-moi, hein, comment un consultant international peut faire une erreur pareille quand le GDP at PPP est déjà 14 000? D'accord? Donc, c'est des erreurs qui n'auraient pas dû être dans ce document. Parce que avec un... Bon, je sais qu'ils n'ont pas
fait attention. Mais on n'a pas droit à ce genre d'erreur, surtout dans un document qui a passé autant de temps à être vu, corrigé, redrafté, etc. On n'a pas le droit de faire des erreurs pareilles. Maintenant, le National Mid-Vision. Vous savez, le National Mid-Vision, la vision de Maurice Île-Durable, c'est quelque chose de très important. La vision nationale. Cette vision nationale a été définie lors de la publication du Green Paper. Le National Mid-Vision a été même approuvé par le cabinet. Mais dans ce document, on ne le voit pas. Ça a disparu. Quand vous regardez sur le chapitre qui traite du Vision, le National Vision n'est pas explicitement indiqué. Donc pourquoi? Parce que le National Mid-Vision, comme approuvé par le cabinet, était tellement faible, tellement farfelu, qu'on avait décidé que ce n'était pas vraiment une vision. C'était mal rédigé. Donc, au lieu de le refaire, de le rédiger, de présenter une nouvelle vision qui soit vraiment une vision claire et nette de ce que sera la vision MID au niveau national, ils ont préféré de l'enlever. Mais en enlevant le National Mid-Vision, dans le document, partout, on parle de National Mid-Vision. D'accord? Donc, je trouve ça un petit peu aberrant. Comment, si quelqu'un qui est assis, est en train de voir ce document, est en train de passer en phase finale, comment l'éditeur n'a pas pu voir que quelqu'un qui lit ce document voudra voir où est le National Mid-Vision? Et le National Mid-Vision, c'est quelque chose de très important. Comme je vous le dis, c'est ça qui va définir un petit peu les guiding principles de la politique et les actions à mener. Donc, ce sont ce genre d'erreurs que je trouve aberrant et navrant. Maintenant, le plan d'action. Il faut faire ressortir que le cabinet, après la publication du Green Paper, avait approuvé qu'on fasse le document de politique, un document de stratégie sur 10 ans et un plan d'action sur 3 ans. Or, c'est bien indiqué quelque part dans le document que ce document a ces 3 parties, la politique, la stratégie et le plan d'action sur 3 ans. Mais d'un coup, quand vous parcourez le document, vous avez qu'il y a des actions à long terme, à moyen terme et à court terme. À moins que le long terme est 3 ans, le moyen terme 2 ans et le court terme 1 année. Donc ça, on ne l'a pas dit, peut-être c'est ça. Mais pourquoi quand le cabinet a pris une décision de faire un document et que le Green Paper même avait parlé de ça, pourquoi on a sauté, pourquoi on est passé du court terme, on a fait le long terme, le moyen terme? Il y a possiblement une justification, mais dans le document, c'est pas clair. Donc c'est ça, comme je dis, c'est indigeste un document qui n'explique pas, que vous ne suivez pas facilement. Parce que c'était clair, nous avons à faire un plan d'action à court terme. Or, il y a même, M. Mohamed, même le ministre est lui-même confus, parce que je vois que dans le Mauricien, quand ils avaient annoncé les projets à court terme, ils avaient parlé de 150 projets. D'accord? Or, dans le court terme, il n'y a que 30-35 projets. Donc, ils étaient eux-mêmes confus. Ils n'ont pas pu expliquer qu'à court terme, il n'y a que 30 projets à 35 projets. Donc, voilà un cas où, comme je vous dis, c'est un document qui est très confus, pas clair. On ne sait pas pourquoi, quand on a demandé de faire un plan d'action à court terme, on est allé chercher à long terme et à moyen terme. À moins qu'on nous l'explique. Il y a peut-être une justification, mais qu'on nous l'explique. Mais on ne l'a pas expliqué. Pendant les 4 ans qu'on a entendu parler du MID,
Ok, ça a pris 4 ans. On a véhiculé pas mal de mythes autour de ce document, de ce projet, de ce qu'on devait s'attendre à voir. De ces mythes, je vais en démolir quelques-uns. C'est pourquoi j'ai fait passer un extrait du document. Hein. J'espère que tout le monde a reçu une copie. D'accord. Voilà, hein, c'est la figure 1.3, Sustainability Indicator. Donc, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Le projet MID, c'est un projet sociétal. Je me rappelle très bien, à chaque fois on nous dit que c'est un projet sociétal. Il y aura ce qu'on appelle en anglais paradigm shift, behavioral change. D'accord? Ce sont de gros mots. Et dans le document, on nous montre cette figure, Sustainability Indicator. Si vous regardez bien, bon, là on est en train sur le graphe de montrer la position de Maurice entre 1990 et 2010 en fonction du Human Development Index du PNUD et le Ecological Footprint de Maurice. Donc vous voyez qu'entre 1990, ça passe de l'Est, ça va vers l'Ouest, en direction de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que cette figure nous montre? C'est que normalement, le développement durable doit se faire à l'inverse. C'est-à-dire, il faut aller vers le carré au sud-est. C'est-à-dire que vous avez quitté Flac, vous faites la route, d'accord, vous arrivez, vous passez Saint-Jean-d'Ottement, vous arrivez à quartier militaire, soudain, vous apprenez qu'il faut rentrer sur Trou de Douce. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez, vous avez le choix de continuer, aller jusqu'à Flic-en-Flac, ou bien avant, descendre, Rivière-Noire, vous faites le tout, et vous allez arriver à Trou de Douce. Bien d'accord. Ou bien, vous faites demi-tour, et au prochain rond-point, et vous retournez sur Trou de Douce. Mais voilà ici ce qu'on fait. On vous dit, théoriquement, ils ont saisi un petit peu le concept de développement durable. Pour pouvoir faire ce demi-tour, pour pouvoir faire ce paradigm shift, ce gros mot, paradigm shift, pour pouvoir effectuer le behavioral change, le societal change, pour faire ce projet de société, il faut quand même pouvoir réduire le ecological footprint, c'est-à-dire l'empreinte écologique. Si vous réduisez l'empreinte écologique, bien sûr, il y aura, en 2015, ça va fléchir un petit peu et ça va faire demi-tour et retourner. Bien sûr, on ne peut pas imaginer que ce sera aussi brusque, hein, c'est assez graduel. Mais c'est l'empreinte écologique qu'il faut réduire. Mais dans toutes ces actions que vous allez voir, c'est difficile de voir comment l'empreinte écologique va être réduite. Donc, où est le paradigm shift? Où est le changement de mentalité, de société, etc. Donc, le scénario, finalement, qu'on a utilisé pour le document de politique, c'est ce qu'on appelle le scénario business as usual. C'est du business as usual. C'est-à-dire, on fait ce qu'on avait fait jusqu'à présent, on ajoute un petit peu de, vous savez, un peu de mascara, un petit peu de maquillage, on dit que c'est mid, et on continue la route. Donc il n'y aura pas de réduction appréciable de l'empreinte écologique et il n'y aura pas de développement durable. En 2015, vous allez voir que ce carré va continuer vers l'ouest. C'est pourquoi j'ai dit théoriquement, conceptuellement, ce document est mal ficelé. Et pour avoir un document simple, concis, il faut vraiment pouvoir avoir quelqu'un qui ait pu comprendre cette figure et l'interpréter correctement. Donc, pas vaut la peine de l'avoir mis ici, parce que bon, j'ai saisi ça, parce que bon, je vois que c'est une erreur grossière qu'ils ont fait. Et voilà, tout ce qui passe après, c'est du vent.
L'autre mythe qu'on a véhiculé depuis les 4 dernières années, c'est les consultations. On parle qu'on a vraiment essayé d'avoir l'opinion de tout le monde. On a fait des consultations pour le Green Paper, on a fait des consultations nationales, régionales, municipales, à Rodrigue, ici et là. On a dépensé des millions et des millions de roupies dans les salles de conférences, déjeuner, dîner, je sais quoi encore. Mais c'était des consultations, c'était des dialogues, comme disait Eric, dialogues de sourds. C'était des communications à sens unique. Parce que, comme je vous dis, dans ce pays, on n'apprécie pas les gens qui ont des opinions différentes. Je connais d'autres gens aussi qui ont fait des commentaires, mais dont les commentaires n'ont jamais été pris en considération. N'ont même pas reçu un genre d'acknowledgement pour dire merci pour votre mais c'est bidon, on a mis à la poubelle. On n'a même pas reçu ça. J'avais fait des commentaires quand le Green Paper était sorti. C'était pas du Green Paper. C'est pas la première fois que Maurice fait un Green Paper. C'était un rapport de consultation. C'était pas un Green Paper. Comme je vous dis, c'est pas la première fois que Maurice fait des documents de politique. Or, mes commentaires sont passés, je sais pas où ils sont passés, mais c'est l'auteur du rapport, lui, qui a réagi pour me féliciter pour mes commentaires. Il m'a dit que your comments are spot on. Lui, il a reconnu que ce que j'avais dit était tout à fait logique et que j'avais raison. Donc voilà comment on traite les commentaires, les consultations. Donc, comme je vous dis, tant que vous dites que c'est bon, ça passe. Mais aussitôt, j'en connais d'autres, aussitôt que vous dites quelque chose qui ne plaît pas aux gens, bon, vous êtes méchant, vous êtes pas bon. L'autre, quand il y a eu les consultations nationales, comment je fais pour le temps? 10 minutes. 10 minutes? Okay. D'accord, je vais aller rapidement. Quand les consultations nationales ont été annoncées, le consultant n'était pas encore choisi. Alors moi, étant donné que j'ai fait, comme je vous dis, 35 ans de carrière dans ça, je sais qu'un consultant ne peut pas travailler sur des documents déjà produits par des sous-groupes. Le consultant aurait dû être là, okay, pendant les consultations. Comme ça, c'est pourquoi il y a eu du retard, parce que les consultants ont dû travailler avec des documents qu'ils n'ont pas compris. Okay. Alors quand moi j'ai envoyé cette requête pour qu'ils reconsidèrent la tenue des consultations nationales et puissent peut-être pousser pour même pas quelques semaines en attendant que le consultation vienne, au ministère de l'Environnement, on a traité M. Diogou de Fatra. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il se prend, ce monsieur, pour dire qu'il faut renvoyer les nations? Et voilà, on a traîné pendant des mois et des mois pour pouvoir faire sortir, okay, parce que c'est pas à la faute des consultants, c'est vraiment la procédure qui n'était pas bonne. L'autre mythe, les projets, le nombre de projets. On parle beaucoup de 130 projets. Mais comme je vous dis, à court terme, il n'y a que 30-35 projets. Alors que le tableau 6-7, comme je vous dis, je ne sais pas d'où sortent tous ces projets, 150 projets, long, moyen terme. Parce que sur les 3 ans, où le financement est supposément acquis, il n'y a que 30 projets. Et je me demande comment, avec 1 milliard de roupies, on va financer les 30 projets, même sur les 3 ans. Or, dans le financement qu'ils ont monté, on parle de 6 milliards de roupies, dont 5 milliards proviendraient du secteur privé. Mais, écoutez, c'est un document du gouvernement. Vous qui êtes dans le secteur privé, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous oblige à souscrire à ces 5 milliards? Notre Premier ministre? Personne ne peut obliger le secteur privé dans le monde entier à souscrire à ces 5 milliards. Le secteur privé est là pour faire des profits. Oui, si dans les projets énergétiques, ils trouvent des profits, bien sûr. Par exemple, Saraco.
il aura 37 millions de K2 chaque année, du mid-fund. Mais tout le secteur privé n'a pas cette chance. Donc, on fait un montage financier sur un mythe, que le secteur privé va contribuer 5 milliards et le gouvernement lui contribue que 1,2 milliard. Au mid-fund seulement rapporte 800 millions par an. Le Environmental Protection Fee rapporte 350 millions de roupies. Donc plus d'1 milliard, il tient de nos poches pour le MID. Mais où cet argent va? Ça aurait dû être dans le document. Cet argent aurait dû revenir au MID. Le document aurait dû exiger que cet argent, c'est pas à Ali Mansour, notre secrétaire financier à demi-million de roupies par mois, de décider quel projet il va financer ou pas. Et pour rivaliser le MID, il a créé le ISTP. Parce que le ISTP, si vous regardez le document, aura les mêmes objectifs. Lui aussi, il va venir avec des projets sur l'aménagement du territoire, sur les plans d'occupation du sol. Donc, où on va? Donc, chacun est en train de créer un petit empire. Donc, ISTP, MID, Anil Bétu avec les routes, simplement tout c'était un. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention. C'est un montage financier qui ne tient pas la route. On ne peut pas faire un montage financier se basant uniquement sur l'apport du secteur privé. Donc la rivalité avec le ISTP, ça a déjà tué un petit peu le MID. Comme je vous dis, depuis le commencement même, le ministère des Finances n'a pas été tendre envers le MID, n'a jamais voulu apporter son soutien au MID. Il a tout de suite mis en avant le ISTP qui rivalise. Et bien sûr, quand les ministères trouvent le ISTP, ils préfèrent contribuer au ISTP. Donc il y a une rivalité, alors qu'à Singapour, notre Premier ministre aime parler de Singapour. À Singapour, le document de développement durable est signé conjointement par le ministère de l'Environnement et le ministre des Finances. Voilà, c'est ça le développement durable, parce que le développement vert, c'est le ministère des Finances et c'est pas uniquement environnement, c'est le ministère des Finances et l'environnement. Test de conformité. Ça, c'est un autre mythe qu'on veut véhiculer. Si vous regardez le document, il parle beaucoup de tests de conformité. Si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous avez fait attention, aucun projet ne va être rejeté sur la base de la conformité. Voilà, nous avons un document qui vous dit on va faire du développement durable, mais aucun projet ne sera rejeté parce qu'il y a deux options. Une option, c'est MID compliant, ça passe. L'autre option, c'est non MID compliant, on va lui suggérer qu'est-ce qu'il faut faire pour être compliant. Et même si ça passe pas, on l'envoie au cabinet. C'est bien écrit. C'est le cabinet des ministres qui décidera de la route. Bien sûr, tous les projets seront... Vous allez voir le cabinet en train de rejeter un projet. Parce que ce sont des projets qui seront approuvés. Donc, où est le compliance check? Il n'y a pas de test de conformité. Et ensuite, on parle de checklist. Il n'y a pas vraiment de procédure qui est établie. On parle de checklist qui n'est pas dans le document. Donc, c'est une procédure. Par exemple, le Environmental Impact Assessment, vous avez vu, il y a un projet de loi. Il y a une procédure qui est établie clairement. Vous pouvez même aller au tribunal si vous n'êtes pas d'accord. Mais ici, c'est le ministère même qui fait oui, c'est simplement le secteur public qui fait des conformités. Donc le secteur privé, lui, il n'est pas tenu à faire des compliance tests. Bon, c'est aberrant, parce que le secteur privé qui fait autant de projets, donc lui aussi doit pouvoir faire des projets qui sont MID compliant, sinon ça ne vaut pas la peine. Mais là, on parle uniquement du secteur privé, du secteur public. Donc des projets qui vont être check, mais sur la base de quoi? Sur le Sustainability Indicator du Royaume-Uni. Bon, quand même, nous sommes un pays souverain. Où est-ce que vous avez vu, vous allez en cours, vous allez dire, écoutez, j'ai objecté à ce projet parce qu'en Angleterre, on le fait comme ça. Non, c'est pas sérieux. Donc il fallait venir avec des procédures
Okay? Ou bien dire, écoutez, on va développer ces procédures et non dire, ben voilà, c'est ça, on est arrivé, et puis venir annoncer à tout le monde, on a un compliance test qu'on va faire et tous les projets. Donc c'est un mythe. D'accord? 3 minutes. D'accord. Ben voilà, grosso modo, je crois que j'ai parlé de tout ce que j'avais en fait. La plupart des choses. J'ai peut-être raté. Donc le business as usual, comme je vous dis, il n'y a pas de paradigm shift. Ce scénario n'est pas un scénario de développement durable. Il faut un changement complet, okay? Même graduel, mais il faut un changement et ce document ne nous dit pas comment faire ce changement. Merci, monsieur le modérateur. On a compris votre point de vue. Je vois que vous avez attaqué davantage le rapport que le projet peut-être lui-même, le projet Maurice durable. Et tout à l'heure, on viendra avec des questions, certainement, le docteur Diogo. Merci. Je vois pas mal de personnalités qui sont en arrivée entre-temps. Et Madame Laurence Boyer, Madame Jacqueline Seusier, Monsieur Prem Sadol, chairman de la CEA est là, Nicolas Mervin est là. Même Jean-Max Bayard, le conseiller du ministre de l'Environnement, est présent. Donc, c'est comme quoi le débat est tout à fait important pour l'avenir de notre pays. Donc, sans tarder, sans transition, je passe la parole à Ousmane Mahomet, executive chairman de la commission Maurice et durable. Donc, il rebondirait un petit peu sur ce qui a été dit dans la presse ici et ailleurs. Et pour être fair, pour être juste, équitable, vous aussi, vous ne dépasserez pas 30 minutes. Allez-y, Ousmane. Merci. Merci, Eric. Merci au docteur. Cet après-midi, quand Eric m'a téléphoné, il m'a dit qui je voulais avoir en face parce que je voulais organiser quelque chose sur Maurice durable. J'ai proposé le docteur Basson Diogo parce que c'était le lendemain de son interview dans Week-end, titré Maurice durable, une fumisterie, c'est bien ça, n'est-ce pas? Une fumisterie. Donc j'ai lu et que j'ai pris pas mal de points que le docteur Diogo avait annoncés dans son interview. Et donc je vais cet après-midi peut-être répondre à quelques points dans l'interview lui-même et ce que vous avez dit cet après-midi. Vous dites constamment que depuis le jour où vous êtes recruté comme on a annoncé que vous serez le prochain président du MIT Fund Committee, à l'interview à Mme Diva Buchan, c'était en 2011, que ça a pris 4 ans. 4 ans, on n'a rien. Et aujourd'hui, on est en 2013, vous êtes toujours 4 ans. Donc, pour vous, le temps n'a pas passé. En 2011, on était à 4 ans, aujourd'hui, en 2013, on est toujours à 4 ans. Il y a une incohérence dans votre propos, dans votre calcul. Je vais circuler un papier cet après-midi, et ça va, si tu peux m'aider, pour vous dire que le projet MIT, qu'on avait commencé sur une base, Eric l'appelle une base élitiste, parce que c'était l'énergie qui était le souci principal en 2008. On a commencé sur l'aspect de l'énergie, mais en 2011, après qu'on a pu travailler sur un Green Paper, qui était entre 2 gouvernements, donc ça c'est resté dans les casiers pendant longtemps. En 2011, le Premier ministre a annoncé sa vision d'une Maurice durable, qui est un projet de société qui concerne l'économie, l'environnement et le social, qui est basé sur 5 E. Le 15 avril, le Conseil des ministres prend note que, as agreed, au développement d'un Consolidated MID Policy Strategy and Action Plan, quand il a pris connaissance du Green Paper. Donc c'était le 15 avril 2011, pardon. Et puis, il y a eu les 24 ateliers de travail, il y a eu un temps d'arrêt parce qu'il fallait recruter le consultant. Donc ça nous a pris 7 mois de retard parce qu'on a dû se plier aux exigences du bailleur de fonds, l'Agence française de développement, que je remercie d'ailleurs, Laurence est là. Et on a dû faire un appel d'offres international. Donc, les working groups
qui sont terminés en juillet de 2011, on a dû commencer les travaux de Mott MacDonald en février de 2012. Donc un long retard. Donc si on retire le retard de 7 mois dû à ça, effectivement, les working groups et le travail de Mott MacDonald a pris 17 mois. Et dedans, Mott MacDonald avait un contrat initial de 6 mois, mais il a pris 8 mois de retard. Et ils ont expliqué à maintes reprises pourquoi ils ont eu ce retard, comme rapporté dans l'Express dimanche. Donc ils ont sous-estimé les recommandations, la qualité de la recommandation, et ils ont présenté leurs excuses au gouvernement mauricien. Donc c'est dans le papier, vous allez voir. Donc, Dr Djagoul, ça n'a pas pris 4 ans en 2011, ça n'a pas pris 4 ans en 2013, mais ça a pris 17 mois effectivement de travaux, et comme c'est dans le papier. Donc, c'est vrai qu'on avait commencé sur une base élitiste, mais finalement, on est parti large, même dans le district council et les municipalités, pour expliquer aux gens c'est quoi Maurice Durable, parce qu'il faut que tout le monde se fédère autour de ce projet. Donc, je vois que dans le week-end, Dr Djagoul a aussi mis l'accent sur le consultant français qui était là, Guylain Gomard. Il a critiqué aussi parce qu'il n'était pas, selon lui, la personne appropriée. Je ne sais pas pourquoi, il le dit, mais il a travaillé sur le Grenelle de l'environnement. Donc je vois que votre livre est sur votre table, sur la Grenelle de l'environnement. Et donc l'agence française a mis à la disposition la personne qui a travaillé sur le Grenelle en guise d'assistance sur le processus MID. Je crois que le processus MID a été un processus fort qui a pris en 3 mois, permettre aux gens de soumettre des recommandations qui n'ont pas été négligées. Tout est dans les rapports. Tout ce que les gens ont dit et qui ont été approuvés unanimement par le comité sont dans les rapports. Et c'est là, ce sont 6 documents de référence. Donc, je ne vois pas pourquoi les commentaires, vous dites que les commentaires des gens n'ont pas été pris en considération. Les votes, vous dites vous-même que ça a été acknowledged par le consultant. Donc, quand vous soumettez quelque chose au ministère, on les transmet au consultant pour qu'il fasse le nécessaire. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez dit ça. Donc, vous dites que vous avez attiré l'attention sur les erreurs survenues et les acteurs locaux n'ont pas voulu froisser le gouvernement. Et on a continué sur la même voie des réunions de consultation des rapports. Mais, Dr Djagoul, votre email est arrivé le 23 mai de 2011 et on a eu l'approval du cabinet de ministère le 15 avril de 2011, c'est-à-dire 1 mois et demi avant votre email. Pourquoi avez-vous choisi 1 mois et demi après, quand on sait que vous-même vous avez dit dans votre interview que vous êtes quelqu'un qui est proche du ministre de Babira Sormi, que vous êtes son ami, etc. Et c'est lui qui vous a emmené au Midfund. Pourquoi n'avez-vous pas le conseiller avant qu'il amène le papier au cabinet? Donc la question se pose. Vous posez la question, est-ce que sans le MID, Maurice n'aurait pas été plus mal loti au niveau de la protection de l'environnement? Mais Maurice Durable ne concerne pas seulement l'environnement, vous faites erreur. C'est un projet de société avec l'objectif d'emmener la croissance durable tout en prenant en considération l'importance de l'étendue des impacts environnementaux, intergénérationnels et sociaux. Cela concerne la création d'emplois, l'économie bleue et l'économie verte sont partie de MID, et ça concerne aussi la responsabilité individuelle. Il faut que tout le monde se rallie autour de ce projet. Et ce n'est pas un projet du gouvernement seulement. Donc c'est du long terme. Vous le reconnaissez vous-même dans vos interviews. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec le MID? Mais il y a une dynamisme qui se met autour du MID. J'ai avec moi aujourd'hui le Business Magazine de la semaine dernière. Éclosion de la révolution verte dans les entreprises. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des gens que Business Mag a interviewés et qui ont dit qu'ils pensent que c'est la direction d'emmener, et le MID est mentionné dans les documents, dans plusieurs interviews. Et un des experts que vous connaissez, c'est de Utopies. Utopies est une firme de France internationale reconnue. Thierry Le Breton dit que on a beau critiquer le document MID, je crois qu'il fait référence à votre interview, mais le document a le mérite d'exister.
Vous dites vous-même, ça on va prendre tout à l'heure, donc je pense que le MIT est là pour emmener de la cohérence aussi dans l'action gouvernementale. Tous les ministères sont concernés. Et le MIT, comme approuvé par le Conseil des ministres, concerne 130 projets et actions, des politiques, des stratégies à mettre en place dans les ministères pour que nous avons ce qui est dans les documents. Ce n'est pas 130 projets, c'est 130 projets et actions. Donc, la commission MIT a réuni tous les ministères en juillet dernier et on voit qu'il y a une fédération. Ils ont même demandé que la réunion, on les a fait au niveau des directeurs et des PAS. Ils ont dit qu'il faut que ce soit le PS et senior exécutif qui soient confirmés, qui soient convoqués pour qu'ils se fédèrent aussi. Donc, et ça se tiendra mercredi prochain. Donc, une réunion avec tous les PS et tous les senior chiefs exécutifs du gouvernement afin que, quand on va pour le budget de 2014 avec des politiques et des changements au niveau des ministères, il y a une fédération autour des ministères aussi. Donc, ça se met en place au niveau du gouvernement. Il y a une action spécifique ou plusieurs actions pour chaque ministère du gouvernement. Que ce soit le ministère du service civil, du ministère de l'industrie, de l'agro-industrie, enfin je ne vais pas mentionner, j'ai une liste devant moi de tout ce qui concerne des ministères, mais je crois que je vais dépasser mon temps si je le fais, mais si le temps me reste, je vais le faire tout à l'heure. Donc, il y a aussi une quarantaine de décisions du Conseil des ministres qui ont été entérinées dans la voie de Maurice Durable. Et c'est listé sur notre... On n'a pas tout mis, on a mis une quinzaine sur notre site internet. Vous pouvez les voir. Que ça concerne l'agriculture, que ça concerne l'énergie, que ça concerne le transport. Donc, c'est listé sur notre Conseil des ministres, sur notre site internet. Donc, et vous parlez de mid-compliance, c'est vrai, il faut qu'il y ait un filtrage des politiques, le plan concerne, il y a aussi une volée conformité au MIT, c'est-à-dire évaluation de la durabilité dans le document. Filtrage des politiques, stratégies et plans d'action et établir l'importance de l'étendue des impacts environnementaux, intergénérationnels et sociaux qui permettra d'établir la compatibilité avec le développement durable auprès des décideurs politiques. Donc, déjà, je peux vous dire que beaucoup de projets sont envoyés à la commission MIT pour voir si ça épouse la philosophie de Maurice Durable. J'ai plusieurs projets sur ma table en ce moment. Donc, il y a cette dynamisme. Donc, il y aura aussi un suivi et une évaluation. On va développer un indice de réalisation. Ça, on va le faire dans le temps, et cette année même. Un indice de réalisation du MIT afin de suivre la progression générale des objectifs du développement durable à Maurice. Vous dites dans votre interview qu'on n'aborde nulle part la question du bâti et que vous soulignez qu'on a atteint 25% des terres à Maurice, ce qui est déjà énorme. Mais c'est pas vrai du tout. C'est dans le rapport. Et je vois, vous avez réalisé votre erreur que vous n'avez pas parlé de ça cet après-midi. Vous avez dit en gras dans le week-end qu'on n'a pas abordé nulle part dans les documents. Or, il y a la politique générale 06 qui concerne spécifiquement l'utilisation des terres, promouvoir une utilisation optimale des terres à travers un processus de planification et de l'utilisation des terres à la fois efficace et efficient. Et c'est relié à la politique environnementale B1 qui stipule que l'utilisation des terres de l'environnement en cours, je ne vais pas tout dire, s'assurer que cette planification durable de l'utilisation des terres tienne compte de son impact sur l'environnement, ainsi que l'utilisation optimale des ressources en terres limitées et du système de transport en commun. Donc le motif, c'est que l'utilisation des terres est un élément central du MIT qui impacte sur chaque 5E. Donc nous avons déjà commencé le travail avec le ministère des Terres. Le Town and Country Planning Act de 1954 se fait vieux. Et aussi, il y a une question de outline scheme. Donc, mais comme vous le savez, vous dites dans plusieurs de vos interviews qu'il y a beaucoup de pression de la part des propriétaires fonciers à développer leur terrain. Et ça, il faut mettre de l'ordre dans tout cela. Donc, la révision du Town and Country Planning Act, c'est une de nos priorités en ce moment.
Paragraphe 2.2.12 évoque les problématiques du transport qui est directement liée à l'utilisation de la terre et recommande une approche intégrée et durable. Je souligne que la Land Transport Authority vient d'être mise en place il y a 3 semaines de cela, et soit le 30 juillet, et son président et son directeur est déjà en place. Paragraphe 2.2.21 évoque les problématiques de l'utilisation des terres et la sécurité alimentaire. Donc, c'est là, docteur Diogo, vous avez mentionné tout ça dans votre interview dans le week-end, et c'est dedans. Je ne sais pas si vous avez bien lu le document, il me semble que non, mais c'est dedans. Donc, ce que vous avancez est grossièrement inexact. Vous avez fait vos études en France en 1979, en urbanisme, mais vous faites abstraction totale dans vos interviews que vous avez travaillé comme haut fonctionnaire sur une durée de 10 ans au ministère des Terres et du Logement dans le domaine de Town and Country Planning de 1980 à 1988 et aussi en apogée au ministère du Développement économique de 1974 à 1976. Vous faites abstraction totale. Donc si on est à un système, une situation comme on est aujourd'hui, vous aurez pu faire quelque chose parce que la loi, nous, on l'attaque. Un document, la loi est le talon d'Achille en ce moment. La loi est le talon d'Achille. Donc un document très mal ficelé avec 3 parties politiques, stratégie et plan d'action. Tout le monde savait qu'il y aura 3 parties. 300 personnes du working group étaient d'accord avec cela, y compris le comité stratégique, dont je salue quelques membres cet après-midi, et aussi pendant les 16 sessions où on s'est réunis, tout le monde s'est tombé d'accord. D'ailleurs, vous-même, vous avez participé, si je ne me trompe pas, à l'exercice d'appel d'offres sur cette base, où l'expression d'intérêt pour le contrat où Mott MacDonald a eu l'expression d'intérêt, vous étiez dedans. Le ministère de l'Environnement me dit que vous êtes... Enfin, passons. Un document incohérent avec des grossières erreurs, il faut, par exemple, mention de l'existence de Division for Sustainable Development qui n'existait pas. Le Sustainable Development Division a bel et bien existé. Pendant la formulation du document, elle tombait sous la supervision directe de Mme Sharmila Rajkumar, Divisional Officer. Et son directeur à ce moment, c'était M. Modou, assistant directeur. Mais depuis que le MIT est passé à la commission, depuis que le Maurice Durab est passé à la commission, Maurice Durab au bureau du Premier ministre, et c'est expliqué dans le cadre institutionnel que je vais circuler maintenant, le cadre institutionnel MIT. Donc vous allez voir que la commission, si je peux diviser en 2 groupes, la commission a la responsabilité de coordonner et de contrôler les plans afin de s'assurer de la mise en œuvre dans les délais et devra fournir des conseils d'ordre politique au gouvernement. Il devra, tout en conseillant le gouvernement, s'assurer sur la conformité du MIT. Je te donne une copie, Eric. Donc, il y a aussi un comité stratégique qui est prévu et le ministère de l'Environnement et du Développement durable est un stakeholder important, continuera à collaborer avec la commission du MIT à travers le Sustainable Development and Policy Planning qui tombe maintenant sous la supervision de Mme Sarita Mirilol, Divisional Environment Officer, et sous le Assistant Directorship de M. Rajkali au ministère de l'Environnement. Donc, il est prévu que le MITFUN aussi, que vous avez dirigé dans le passé, passe au bureau du Premier ministre. Donc, ce que vous avancez est grossièrement inexact. Encore une fois, vous dites qu'il n'y a pas de National Vision. Je circule le National Vision. Et c'est bien détaillé pour chaque 5E. Donc, dans le document, on trouve que Maurice Durab is a societal project that aims to deliver sustainable growth with the vision for making Mauritius to become a model of sustainable development. Et la vision est bien détaillée pour chaque E dans le document. Donc, vous dites que les rédacteurs du document ont évalué à 6 milliards la mise en pratique
des recommandations. Ils disent que ce financement doit être assuré par le secteur privé pour 5 milliards, surtout dans le secteur énergétique. Comment va-t-on obtenir cette somme du secteur privé, qui par ailleurs contribue au Mid-Fund et à l'Environment Protection Fee, pour près d'1 milliard par an? Cette somme va directement dans les caisses de l'État au lieu de servir à financer les projets mines. Mais, docteur Jabou, les contrats ont déjà été signés pour 50 MW par le secteur privé qui va financer le capital expenditure. Vous avez mentionné un des projets. Il y a un projet de 29 MW à Plaine-Sophie par la firme Patco, Pat Green. Il y a un projet de 9 MW qui vient d'être signé en juillet de cette année-ci, le 15 juillet pour être précis, pour la firme Aerowatt. Et comment ça va être financé? Mais c'est dans le rapport que je circule en ce moment. C'est écrit au bas en vert. The gross investment of 5 billion rupees for projects on renewable energy by the private sector. C'est souligné en vert au bas, en gras. Donc, the gross investment of 5 billion rupees for projects on renewable energy by the private sector will be partly offset by a subsidy of 250 million rupees per year by the government for the next 20 years. Donc, le gouvernement garantit l'investissement du secteur privé par le rachat de l'électricité à travers les ESPA, ce qu'on appelle les Energy Purchase and Supply Agreement, sur une période de 20 ans. Donc, c'est là, docteur Jabou. Je crois que vous avez, c'est grossièrement inexact, et vous avez donné des interviews qui sèment la confusion. Je suis navré, mais je dois le dire comme ça. On aurait souhaité avoir un surplus plus élevé de 250 millions d'euros, mais comme tu dis toi-même, Eric, dans ton livre, Robinson sur l'huile durable, que je te félicite d'ailleurs par ailleurs d'avoir écrit, qu'on ne peut pas subsidiser ad infinitum. Le gouvernement a d'autres responsabilités sociales, transport gratuit, et j'en passe, qui coûtent le gouvernement 40 à 45% de son budget national chaque année. 10 minutes, hein? 10 minutes, oh, ok. Il me semble qu'il n'y a donc pas beaucoup de chances pour que la politique MID soit mise en pratique. C'est une question juste. À Singapour, vous dites que ça a pris 1 an, mais il n'y a pas eu de consultation à Singapour, docteur Jabou. Ici, avec consultation, on a fait 17 mois. Vous dites vous-même dans une de vos interviews, Mauritius Times, du 27 avril 2013, que, je passe, c'est très long. Likewise, when something goes wrong, the community shares the burden of failure. If a project where the community has had no say, it is normal to expect that its members feel discharged of any responsibility and cast all the blame on the powers in place. Tout ça pour justifier qu'il faut consultation. Mais on a fait consultation. Singapour n'a pas fait de consultation. C'est benevolent dictatorship. Et je connais Singapour. J'ai vécu à Singapour pendant 10 ans. J'ai fait mes études à Singapour. Cette politique était supposée d'emmener les Mauriciens à penser et agir et comporter différemment en termes de rapport avec l'environnement. Rien n'a changé, c'est du pareil ou du même. Mais on commence par les ministères. La réunion de la semaine prochaine va être déterminante. La base de l'économie bleue a été jetée dans le document. Ça, vous ne parlez pas de ça du tout. La Mid Commission a lancé des Mid Clubs dans les écoles. Il y a maintenant des personnes âgées qui viennent nous voir pour les Senior Citizen Mid Clubs. Il y a des associations dans le Sud qui organisent des séminaires sur un week-end sur Maurice durable. Il y a un grand clean-up campaign qui s'amène bientôt. Je vois que les organisateurs sont là. En guise de support avec Clean and Green and Pollution Free Mauritius. Je ne vais pas annoncer rien. Je laisse le soin à eux d'annoncer. Ce sera pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? Donc, il y a un grand ralliement, docteur Djabou, autour du MID. Le secteur privé en partenariat, plusieurs initiatives. Eco TV sur la télévision tous les jours. Il y a eu Robinson sur l'huile durable. Il y a une prise de conscience. Et Mexa a fait beaucoup d'initiatives, etc., etc. Il y a une fédération qui se construit. Mais imaginez-vous, l'effet de vos interviews négatives, docteur Jabou, auront sur un élève du secondaire qui est membre du Mid Club et qui se prépare à participer dans une compétition nationale. Je vois que M. Parmessa du ministère de l'Éducation est là, je le remercie. Quel effet ça aura sur un enfant? Donc, vous dites que, quand Jean-Claude Antoine, le journaliste vous pose la question, Maurice étant ce qu'il est, certains vont sûrement dire que vous avez démissionné du poste du président du Mid Fund
qu'aujourd'hui vous critiquez le MID. Vous dites pas du tout. Tout ce que je dis repose sur des faits irréfutables. Mais je viens de réfuter, Dr. Djougou, tout ce que vous avez dit dans cette interview. Merci. Merci Ousmane Mohamed. En fait, votre intervention consiste à 100% à réfuter les argumentations de Dr. Djougou. Mais on n'est pas là quand même pour personnaliser le débat. Le débat, c'est le projet Maurice Durable. Évidemment, chacun a ses idées. On ne va pas se battre pour dire qui a raison, qui a tort. Sans doute, il y a beaucoup de ceux qui ont tort. Sans doute, d'autres ont raison. Et recentrons-nous un petit peu le débat sur le projet Maurice Durable. Je sais que vous avez très cuisiné là, pendant ces 30 minutes, Dr. Djougou. Je vous donne 5 minutes pour répondre, si vous voulez. 5 minutes, parce qu'il faut passer aux questions avec vous. À vous, Dr. Djougou. 5, ok, d'accord. Bon, écoutez, on n'est pas là pour faire un procès de Vincent Djougou. D'accord, j'ai fait une interview. Je ne savais pas qu'on allait répondre à mon interview. D'accord. Bon, je vous ai présenté des faits, je vais vous expliquer pourquoi ce document, les faiblesses de ce document. D'accord? Maintenant, la question qu'on se pose. Tous les projets que M. Ousmane Mohamed nous a parlé, Land Transport Authority, PADCO, Aerowatt, etc., etc. La question qu'on se pose, est-ce que ces projets auront été développés en dépit ou à cause du MID? Mais bien sûr, ce sont des projets qui prédatent le MID. Le Land Transport Authority n'a rien fait avec le MID, c'est pas à cause du MID qu'il y a le Land Transport. Donc, il ne faut pas prendre crédit pour quelque chose que, écoutez, soyons honnêtes, comme ça on peut mettre 1000 projets, on peut dire, écoutez, il y a 1000 projets dans le panier MID. Non, tout ça c'est des projets qui étaient déjà en gestation, donc c'était en dépit du MID. C'est ça le point que je fais. Qu'est-ce que le MID change? Le MID ne change rien parce que tout ça, le planning, vous parlez de planning, c'est pas à cause du MID qu'on fait du planning. D'accord? Les outline schemes, ça se fait depuis belle lurette. Mais on sait que les plans, on les fait, et puis ça va dans les tiroirs. Regardez, il y avait le National Development Strategy. Mais, écoutez, le Development Strategy, qui en parle? Personne. Donc, il ne faut pas confondre un plan avec ce qui va se faire. Parce que pour ce faire, il faut se donner les moyens. Or, la Mid Commission, dans le Institutional Framework, ne se donne pas les moyens pour emmener à bon port le MID. Non seulement le compliance test ne peut pas se faire, bien sûr, si vous avez 10 projets sur votre table, ça ne veut pas dire que ça se fait bien. D'accord? Dites-moi, quelle est la procédure que vous utilisez pour faire un MID Conformity Test? C'est ça qui est important. Pour un IAE, nous savons qu'il y a une procédure. Nous savons exactement quelles sont les procédures. Nous savons que si vous avez des problèmes, vous allez au tribunal. Si le tribunal, si vous n'êtes pas satisfait, je ne sais pas, la Cour suprême, le Conseil privé, je ne sais pas, d'accord? Mais il y a une procédure. Donc tout ça n'existe pas. Donc il ne faut pas prendre crédit pour des choses que le MID n'est pas responsable. Vous dites que je critique M. Gomar. Certainement je le critique. Parce que M. Gomar, il est arrivé à Maurice. Si vous avez lu le bouquin Les Grenelles de l'environnement, l'histoire d'un échec. On est venu là pour copier un échec. Il y a 2 ou 3 bouquins qui critiquent la façon dont les Grenelles de l'environnement ont été menées. 3 Français sur 4, selon un sondage Terrafrica, croient que les Grenelles ont été un échec. Donc voilà M. Gomar, qui n'est pas expert en développement durable, il est un administrateur public, il est issu de l'école militaire, qui était conseiller de Borloo. Je ne sais pas si vous regardez les guillaules, il y a un mec qui est toujours sous avec une bouteille de vin à côté, donc c'était son conseiller. M. Gomar est arrivé à Maurice, il devait partager son temps entre le ministère de l'Environnement et le bureau du Premier ministre.
Parce que le ministère de l'Environnement savait qu'il n'avait pas les capacités, ils avaient demandé, ok, que M. Gomard, c'est-à-dire celui qui vient comme conseiller, partage son temps entre l'environnement et le bureau du Premier ministre. Bien sûr, quand il a fait le va-et-vient entre le bureau du Premier ministre et l'environnement, en tant que fin politicien, il a préféré se planter dans le bureau du Premier ministre à côté de M. Mohamed. Parce que là, on a le pouvoir. Donc, lui, il était un process manager. C'était pas un expert en développement durable. Or, pourquoi le document n'est pas bien ficelé? C'est parce qu'il y a eu des accords dans le processus entre M. Gomard et ce que M. Odendal avait fait. D'accord? On parle de white paper, après le green paper, il y aurait eu un white paper. C'est le white paper qui aurait dû devenir le policy document. Or, le schéma présenté par M. Gomard, j'ai pas le schéma, mais il est dit clairement qu'il y aura plusieurs étapes. On va commencer par le policy document, parce que, comme je vous dis, les audiences sont différentes. C'est pas les mêmes audiences pour le document de politique. Donc, il y aurait eu le document de politique, après ça, le document de stratégie, et puis ça, le document d'action. Il n'a pas dit, personne n'avait dit que les trois auraient été dans le même document, auraient été faits en même temps. Donc, ce cafouillage, vous le reconnaîtrez, c'est ça qui a emmené les consultants à prendre plus de temps, parce que personne ne pouvait comprendre comment faire progresser ce projet. Donc voilà, les autres points qu'on a soulevés, je crois que ça ne mérite pas d'être répondu, parce que bon, j'ai mon opinion, c'est à vous maintenant de lire le document et de décider si j'ai raison ou pas raison, si M. Mohamed a raison, il a raison, c'est ok, moi je vais vivre ma vie sans problème. Ok. D'accord, merci. Une minute je vais voir Mohamed. Non, après ton intervention très doctorale. Donc, allez, ouais, une minute, ouais. Pour le cadre du débat de controverse ou pas de trading in blames, je personnalise pas le débat. Dans son interview, le docteur Diogo accorde la bénéfice du doute qu'au Premier ministre. Tous ceux qui l'entourent ont tort, d'après lui. C'est noir sur blanc. Donc, il faut que je réagisse, docteur Diogo. Oui, donc, non. Vous avez personnalisé, vous, dans votre interview. Oui. Je ne prends pas le crédit de Land Transport Authority. Je n'ai pas dit ça. Vous dites dans votre intervention que la Terre n'est pas mentionnée dans le document, et j'ai réfuté. Il y a du land management qui se fait en ce moment. Je n'ai pas dit que c'est à cause du vide. Tous les projets énergie renouvelable sont financés dans le sillage du mythe. Dans le sillage du mythe. Quand il fut annoncé en 2008. Ça vient. Donc, j'aurais souhaité avoir plus d'argent pour faire beaucoup plus de projets d'énergie renouvelable. Mais le subside est limité. Là, on attend à ce que le prix baisse, et ça va baisser. La France déjà a commencé à baisser les tarifs pour les éoliennes et les photovoltaïques, etc. Guy Dagomon n'a jamais dit qu'il était un expert en développement durable. He is a processman. Et je crois qu'il a fait un bon boulot. Parce que la consultation a été, à mon avis, très bien professionnellement menée. Et on est reconnaissant au gouvernement français et à l'AFD pour cela. Donc, j'ai du temps encore ou non? Ok, je crois que c'est bon. Nous passons maintenant aux questions-réponses. On a 30 minutes. Il y aura un micro-baladeur. Comme je vous dis, je ne veux pas une troisième intervention. Vous pouvez faire un commentaire d'une minute si vous voulez. Prenez ce micro-là. C'est bien ce micro-là que tu dois comprendre. Celui-là. Merci. Ça marche? Bonsoir. Monsieur Mohamed, tout à l'heure, s'interrogeait de savoir ce que pourrait penser un étudiant, un élève qui ferait partie bientôt du club MIT, je sais pas, qui fait partie, en lisant les propos de Monsieur Diogo. Et moi, je dirais que ça pourrait éventuellement développer son esprit critique, c'est ce que j'espère, parce qu'effectivement, comme a dit M. Diogo tout à l'heure, il y a un vrai problème dans ce pays de sans cesse avoir une attitude extrêmement de repli et fermée et négative face à l'esprit critique, face aux gens qui ne sont pas d'accord.
Et c'est avec cet esprit critique que moi j'aurais vraiment souhaité que les Mauriciens puissent prendre un peu de recul par rapport au MID. Enfin, remarquez, vous nous avez largement laissé le temps de prendre du recul, hein, parce qu'on en parle depuis 2008. La question que je me pose, c'est, parce que je vous avoue que j'ai pas eu l'occasion de lire encore le document, mais j'ai auparavant lu les propositions issues des consultations, notamment au niveau de l'énergie, du social et surtout de l'environnement qui m'intéressait plus particulièrement, avec des propositions des états des lieux et des propositions qui paraissaient bien concrètes sur différentes sphères de l'environnement, donc plages, lagons, forêts, biodiversité, wetlands, etc., etc. Et je me disais que là-dedans, et là je rebondis un peu sur ce qu'a dit Vincent Djagou tout à l'heure en disant que c'est pas grâce ou en dépit du MID qu'il y a des choses qui existaient déjà auparavant. Je me suis dit qu'on va nous faire avaler un projet énorme avec un coût financier astronomique, alors qu'il y a déjà des lois qui existent, notamment au niveau de l'environnement, qu'il y a un ministère de l'environnement qui est supposé garantir une protection environnementale aux citoyens mauriciens, à toute la nation, et que ces lois ne sont pas mises en pratique. Il y a eu les polices de l'environnement et plein d'autres choses qu'on ne voit plus, on n'en parle plus, on ne sait pas ce que c'est devenu. C'est pas mis en pratique. On se demande à quoi a servi le ministère de l'Environnement durant toutes ces années. La gestion, vous évoquiez tout à l'heure la gestion du foncier, des terres, la planification, l'urbanisme, etc. Mais ça fait 40 ans qu'on attend de l'urbanisme planifié, intelligent, qui garantisse quelque chose de durable. Que vous appeliez ça développement durable ou pas, on s'en fiche complètement, mais que ce soit fait et qu'il y a des ministères pour ça. Donc c'est quoi le MID aujourd'hui, puisque il y a des ministères pour tout ça qui ne font pas leur boulot. Je vous arrête parce que si vous n'avez pas de questions, moi je vais poser la question dans votre sillage et peut-être vous pouvez répondre. Madame, Un instant. Il y a 2 mois que... Ouais, il y a 2 mois que le document a été approuvé par le Conseil des ministres. Et le document a une force qui est appuyée par le gouvernement. Il faut lui donner sa chance. On ne peut pas mettre la responsabilité de ce qui s'est passé il y a 40 ans de cela sur quelque chose qui vient d'être approuvé par le gouvernement, madame. Il faut donner sa chance. N'est-ce pas? Vous n'avez pas la chance à des gens qui pensent qu'après avoir permis un massacre pendant 40 ans, c'est 40 ans de développement chaotique, sauvage, des gens. Mais c'est ça, on ne peut pas mettre ça sur la responsabilité du MID qui vient d'exister il y a 5 ans. Merci. D'accord. Ok, le débat aujourd'hui c'est le projet MID, c'est pas les 40 ans de l'île Maurice. Ok, merci madame, oui. Merci. Merci quand même. Moi, j'adore le MID, c'est une vision magnifique. On en a enfin une de positive pour ce pays, fait par les gens du pays. Bravo, enfin on l'a. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est que le gouvernement qui va faire? Parce que dans les actions, c'est que le gouvernement. Donc ça devient Maurice, gouvernement durable. Point, point, point. Bah oui, parce que c'est le gouvernement l'unique acteur dans le document. C'est dommage. La société civile, elle va participer quand et comment? Parce qu'on est tous enthousiastes. La plupart, peut-être les journalistes, je ne sais pas, mais tous ceux qui sont venus, d'autres sont intéressés par ce. On veut donner un coup de main. Mais où et comment? Si c'est que le gouvernement qui va décider et qui va faire ses projets, et puis le secteur privé qui va venir faire ses profits, il a un point là-dessus, ils vont être involved, ou bien les autres, il y a les CSA, il y a les ONG, tous ces gens volontaires qui veulent donner un coup de main, tout le monde est enthousiaste. Monsieur Mohamed veut répondre tout de suite, ok. Enfin, oui, qu'est-ce que fait les ONG et aussi ça aille plus loin parce que monsieur Mohamed n'est peut-être pas le seul de pouvoir tout faire. Oui, mais il va répondre, il est là pour répondre. Allez-y. Merci pour le support. Merci. Est prévu dans le document
de institutional setup qui prévoit le comité stratégique, et c'est là que ça va se faire. C'est là que ça va se faire. Oui, rapidement, je voudrais dire à M. Vincent Diogo et à tout le monde que le projet MID a vraiment apporté un attitude shift. Ouais, bon, j'ai travaillé dans les écoles, j'étais project coordinator pour Green School Project, et là, les enfants, vraiment, les enfants et du primaire et du secondaire, ils ont développé ces eco-consciousness, ils sont devenus des eco-citoyens. Et là, je demandais beaucoup aux enfants, qu'est-ce que tu vas faire dans ton école? Ils disaient, moi, on va penser vert, on va faire des actions vertes, on va planter vert, on va consommer vert. C'était vraiment, vraiment formidable. Comme on vient de dire, le projet MID, c'est un roadmap et c'est l'affaire de tous. Right? We all have a role to play. Du côté ministère, du côté institution, organisation, NGO, et même, je parlais dernièrement à un taxi driver, il m'a parlé du projet Maurice Hill durable. Bien. Donc ça apporte ce qu'on appelle, c'est pas paradigm shift, c'est un attitude shift qui est très très important. Et là j'ai vu que même ce travail vient avec le Land-Based Oceanic Industry, c'est après le projet MID, c'est pas avant. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère... oui, c'est on l'a compris, on n'a pas de questions. Et vous voulez répondre, non? Attitude shift. Hein? Bon, pas grand-chose, c'est bon. Hein. C'est bon que les gens apprennent à planter des arbres, etc. Bon, mais c'est pas ça dont on parle. On parle d'un projet de développement durable, on parle d'un policy document. Comme j'ai fait mention, la figure dont je vous ai parlé, c'est pas planter un arbre qui va changer Maurice, c'est pas planter des fleurs, ok? On parle ici d'une situation à l'échelle nationale, ok? Changement of the way you do business. This is what is sustainable development. C'est pas faire planter des arbres, bon, ça va, c'est bon, c'est joli. On l'a planté tout le temps, on en planté plus dans les années avant. Donc, c'est pas ça. This is not the question, d'accord? Le problème, c'est que, par exemple, quand on parle, pourquoi je mentionne souvent les 25% de terre qui sont sous le béton, c'est parce que le MID doit pouvoir changer the way we do business. Le MID aurait dû nous dire si c'est un développement compact qu'il faut faire ou bien un développement diffus. C'est ça qui fait la différence. Quelle est l'utilité de faire planter des arbres dans votre école ou à l'arrière de votre maison quand le béton est partout? D'accord? Donc, le modèle de développement, this is the crux of the question. Il faut changer le modèle de développement. On ne peut pas parler de développement durable si on ne change pas the way we do business. D'accord? Donc, les 25%, c'est déjà trop haut. Donc, il fallait, ok, dans ce projet MID, venir avec un modèle de développement, décider une fois pour toutes si l'urbanisation diffuse qu'il faut faire ou bien une urbanisation compacte. Parce que l'urbanisation compacte, c'est l'urbanisation qui est le modèle de développement durable parce que vous utilisez moins de terre, moins d'énergie, moins de tout. Il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, c'est ça fondamental. On n'est pas là, on ne fait pas rassembler 300 personnes pour parler de planter des fleurs. Bon, c'est bon, mais il y a des questions fondamentales qu'on n'a pas résolues. Par exemple, ici, le MID vient soutenir le Mass Transit System. Mais ils ne disent pas s'ils sont d'accord avec le métro ou bien, parce que le Mass Transit n'est pas que le métro. Il y a d'autres moyens pour faire le Mass Transit System. Donc, tout ça, c'est lié au modèle de développement. Si vous faites un urbanisation compact, d'accord, là, vous introduisez un métro. Mais avec une urbanisation diffuse, sur 1 million de personnes qui habitent le territoire, le métro léger n'a pas sa raison d'être. D'accord? Donc, comme vous voyez, il y a eu des questions fondamentales qu'on n'a pas répondues. Et c'est ça que j'attends. C'est très bon, Monsieur Saddle, il y a attitude shift, mais it's not
This is not what we Ok. are looking for. Document de politique. Ok, Dr. Diogo. Donc, celui de Kassin a une question. Et deux petits remarques pour commencer. Ce que moi je crois que le docteur Vincent Diallo avait deux arguments sur une base très hypothétique. En pensant que ça sera parfait, ça va, we are not going to achieve this, we are not going to achieve that. Ça c'est une attitude très défaitiste au départ, et nous, au MIT, nous ne sommes pas défaitistes. Parce que c'est un challenge que nous voulons relever, nous allons le relever. Vous avez battu, vous probablement, vous n'êtes pas tellement au courant des développements, vous parlez des compliance issues. Oui, c'est un task énorme, mais je peux vous dire qu'au niveau de la MIT Commission, nous sommes déjà appelés à ce travail pour développer des compliance guidelines, qui sera bientôt un fait. Et pour vous dire que dans le bâtiment, c'est déjà là en termes d'une loi, le Building Control Act, section 3, qui vous parle de Sustainability Guidelines, which is already there, et d'ores et déjà, toutes les municipalités, toutes les collectivités locales, on a un training prochainement pour leur faire savoir les normes maintenant dans le bâtiment et dans la construction. Tout est là et c'est mis en place. We are baby walking the process. At this particular stage, we need the support of everyone. Donc je pense que c'est très important. Il y a un travail de fourmi qui est fait. Monsieur Diogo, laissez-moi vous dire l'attitude que nous avons faite. Nous n'allons pas réussir dans le mythe s'il n'y a pas un changement de mentalité de chaque Mauricien. Et ce changement de mentalité, on a cru, nous, que ça doit devenir d'abord avec les élèves. On est parti dans les écoles parce que nous avons 125 000 étudiants. Et il faut extrapoler ça avec leurs parents, sinon on arrive à convaincre les 125 000 étudiants. Extrapolate with their parents, ça nous revient à 25% de la population sensibilisée sur le concept MID. We are baby walking the process, we need the support of each and every one. On dit aujourd'hui l'île Maurice est comme ça et comme ça et comme ça. Il faut d'abord dire que nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans ce pays. We have a chance with MID to change things. Let's change it now. Merci. Visiblement, vous avez beaucoup de partisans dans cette salle. Mais lisez mon livre, hein, La responsabilité individuelle, c'est dans mon livre. Hein. Moi, je fais un peu de publicité. Hein. Oui, bon, retenez sur le plus, vous voulez Oui, non, rapidement. Hein. Bon, c'est votre opinion. Moi, j'ai mon opinion. D'accord? Donc, we'll see what happens. D'accord. Bien. Autre question, oui. Oui, bonsoir. C'est Nivelle, architecte urbaniste et consultant en développement sustainable. Ma question adresse aux deux, c'est pas un conflit qu'on va voir, mais simplement pour promouvoir l'idée. Premièrement, on commence à comprendre, 2008, ça a commencé, 2009-2008, c'est assez longtemps. On commence à comprendre maintenant les 3 E, ça ne tient pas debout. Les recherches qu'on fait, c'est une idée qui vient de l'Europe, mais maintenant, avec les recherches qui se font dans des îles, des îles Caraïbes, etc., on commence à comprendre que les 3 E privilégient le hidden agenda des economic development. Je m'explique. Par exemple, vous avez à juger entre l'économie, l'environnement et le social, les 3 E, equity, social. Alors il faut les mettre dans les mêmes scales. Et on ne peut pas les mettre dans le même scale, parce qu'il y a différentes façons de les voir. Ok? Alors, finalement, dans les recherches qu'on a fait en Angleterre, premièrement, on a vu que ça privilégie l'économie, le développement et le big business as usual. Alors, est-ce que vous avez pris ça en considération? Première question. Hein. Deuxième question, je me réfère j'ai 2 questions. Deuxième question, je me réfère à Joburg Summit Johannesburg, qui dit la bonne gouvernance, c'est l'épine dorsale. Vous pouvez avoir n'importe quel système qui est merveilleux, tout ce qui est mis, mais si vous n'avez pas une bonne gouvernance, ça va faire mal, vous n'allez pas pouvoir le faire. Premièrement, la question qui se pose, et je vais plus loin, j'étais là, un pavé dans la mare pour vous dire, la façon dont gouverne à Maurice, c'est lié à la façon les décideurs, les politiciens seront mis à la place où ils sont. Il faut aller plus loin que ça. On est en train de voir un peu plus loin parce que le mythe, c'est pas un rapport. Il faut voir la source même des problèmes. Ce sont les décideurs, les ministers who make decisions. Malgré ce qu'on dit, ce sont les ministres qui font la décision. Alors, il faut revoir ça pour avoir quelque chose qui vraiment est opérationnel. La troisième chose que je voulais dire, c'est ce document, le Myth Vision, pour moi, c'est pas une vision, ce sont des mission statements.
Il faut probablement revoir ça, parce que la vision dit ce qu'on... What is being seen in the future, ce qui est. Mais là, on dit ce qu'on fait. Alors, pour moi, c'est plus un mission statement. Alors, il faut ajouter, bien sûr, il y a des choses qui sont ancrées là-dedans, mais il faut revoir pour que ça devienne une vision. Merci. Merci. Donc, 3 questions, un petit peu, attendez, les mains, il faut répondre d'abord. Après. Donc, Le National Vision, c'est de faire de Maurice un modèle de développement durable. C'est dans les documents. Vous savez, vous avez mentionné les politiciens et tout, est prévu dans le document. Je ne sais pas si vous n'avez pas lu encore, non? Je n'ai pas eu le temps de revenir. D'accord. Vous avez une page du document, mais lisez-le, vous n'aurez pas d'indigestion. Vous n'aurez pas d'indigestion. Vous pouvez le lire. Est prévu dans le document une loi sur le développement durable, à court et moyen terme. Donc, on va commencer bientôt les pourparlers avec le parquet pour donner plus de force de loi de ce qui est prévu dans le document. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, ce que je dis, est-ce que vous allez préconiser comment les décider? Par exemple, maintenant, allons voir la réalité. La réalité des choses, c'est que c'est la base, la façon des décideurs, le ministère et les politiciens, c'est basé sur un aspect technique, c'est la réalité. Bon, peut-être la question c'était un peu plus large, la bonne gouvernance. Est-ce que la bonne gouvernance fait partie du projet MID? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est plus important que l'économie, bien sûr. Parce que l'aspect culturel est très important. C'est ça qui se passe dans les îles. C'est pourquoi je dis, est-ce que vous avez fait des provisions pour ça, pour voir comment ça va se passer. La situation, allons être réalistes. C'est que se passe dans ce pays. Tout le monde voudrait avoir un marié impeccable. Mais il faut voir la réalité. D'accord. C'est noté. Vous voulez répondre bien? Bon, rapidement, je suis tout à fait d'accord que le 5E ne devrait pas figurer dans un document de politique, parce que le document de politique doit couvrir tous les secteurs. Donc, limiter. Donc, le document qu'on a circulé, c'est un petit peu, comme j'avais dit, un peu de malhonnêteté intellectuelle, parce que il n'y a pas de national vision dans le document, la page qu'on vous a circulé. C'est des sectoral vision. C'est un sectoral vision, n'est pas un national vision. Bien, autre question. J'avais vu deux mains. Madame Laurence Boyer, vous voulez une question de l'Agence française de développement? Juste, je voulais quand même faire un petit commentaire. Alors, non pas sur le débat qui a lieu, mais en tout cas, j'apprécie la vivacité de ce débat et c'est effectivement un signe que c'est un sujet qui est pris à cœur par les Mauriciens et en tout cas, je m'en réjouis parce que ça montre aussi la vivacité de l'intérêt pour la thématique et on l'espère des progrès qui sont faits. Donc, je voulais juste comme réagir sur le Grenelle puisque quand même, donc je passerai sous silence les remarques humoristiques sur nos ministres d'État, mais juste quand même pour une appréciation du Grenelle, je pense que c'est intéressant. Effectivement, il y a beaucoup aussi de débats en France, c'est très vivace. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la mécanique du Grenelle, et je ne prendrai pas longtemps parce que je ne crois pas du tout que ce soit l'objet du propos, il y a des rapports intéressants qui ont été faits, le rapport du Sénat notamment sur le Grenelle, ainsi que deux rapports qui ont été commandités par les ministres successeurs de l'alternance, donc on peut penser qu'ils ont un regard vraiment critique et qui donnent une analyse un peu à la fois des processus et des impacts, et j'appelle ceux que ça intéresse à regarder, puisqu'il y a des analyses un peu plus nuancées, je dirais, et c'est vrai que la crise économique aussi passe derrière avec certains arbitrages. En tout cas, ce qui ressort de points que je souhaitais partager, parce que je pense que ça illustre un peu des points qui ont été soulevés comme peut-être des points de débat extrêmement intéressants à suivre ici, c'est que le premier, quand même, un des points un peu positifs du Grenelle qui ressort, c'est finalement les changements dans les gouvernances de décision, qui a été adopté dans le process, c'est-à-dire que le process lui-même, alors après c'est des tentatives, et ce sera intelligent de continuer à analyser ces processus, mais dans les process même de proposition ont été mis autour de la table les 5 corps, ce qui ne s'était jamais fait avant en fait. Et ça a été vraiment des propositions et pas des consultations de propositions d'État commentées, c'était des propositions. Et les lois de Grenelle prévoient que désormais, pour la préparation de pas mal de projets ou de lois, ces mêmes représentations, c'est-à-dire la société civile, les syndicats, le secteur privé et le gouvernement, doivent être présents à l'amont. Et c'est donc très complémentaire des études d'impact. Ils doivent être là pour débattre. Alors, les succès et les arbitrages financiers, je crois que tous les pays du monde ont les mêmes contraintes, passent derrière. Mais c'est déjà un peu une révolution en soi pour que certaines questions soient posées avant. Alors, ça ne répond pas tout. Et le deuxième point, c'est effectivement la question des arbitrages financiers. Vous l'avez soulevé,
l'articulation dans la durée de la prise de décision et des arbitrages qui seront faits. Donc l'articulation entre les processus ESTP, les processus MID et le processus budgétaire, ça me semble être une bonne question, mais à voir effectivement dans la durée, parce que ce sont des processus dynamiques. Voilà, bien. Je voulais juste quand même Merci. partager La un prochaine peu fois, on invitera quelqu'un du ministère des Finances et on reprendra le débat sur la question du modèle. Madame Jacqueline Seusier, et puis on reprendra Jean-Max Bayard. Madame Jacqueline Seusier, à l'arrière. Hein, oui, tu veux réagir, mais donne le micro à Jacqueline Seusier et puis à Jean-Max Bayard. C'est un projet indigène et endémique à Maurice. Donc, mais calqué sur un processus. C'est le processus. Tout à fait. Mon intervention est naturellement très parti pris, puisque je fais partie des personnes qui ont été au départ dans les processus de consultation. Président de Working Group. Voilà, exactement. Il y en a beaucoup. Et donc c'est vrai que on peut critiquer la longueur, le temps que ça a pris, les consultants qui sont venus, de dire qu'il y a des petits manquements dans un document ici, qu'il y a des phrases qui sont pas bonnes là-bas. Mais il faut simplement se dire qu'il y a un document qui a été fait. Il y a un document qui a été publié et que ce n'est pas le gouvernement qui doit le faire, ce n'est pas de juste envoyer la responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est nous. C'est nous les Mauriciens qui devons se dire que c'est nous à prendre les choses en main. Et c'est à nous, et c'est pas de donner toute la responsabilité à Haussmann, de lui dire que c'est à lui qui doit tout faire et que c'est lui qui doit se démener comme un beau diable avec 3 personnes dans son bureau à Port-Louis. Mais il faudrait que ce soit nous. On est là, on a toujours dit à Haussmann, on est toujours là pour pouvoir refaire avancer les choses, mais il faut nous aussi nous donner la possibilité de parler un petit peu plus. Bien. Et donc il faudrait qu'il y ait un processus de consultation qui soit mis en place. J'ai vu que ça va être fait, mais toute la critique qui vient aujourd'hui vient d'un problème de communication simplement. Une vision, ok, ça a été écrit dans un document, une vision, mais la vision, on peut écrire ce qu'on veut, c'est ce que nous allons en faire qui va faire que Maurice Île Durable va marcher ou pas marcher. C'est uniquement notre processus à nous les Mauriciens. Et arrêtez de mettre le tort sur les autres et en disant toujours, lis ça, pas moi ça. D'accord, on a compris votre point de vue. Décidément, beaucoup d'applaudissements. Bon, une autre question, rapidement, le conseiller du ministre de l'Environnement, Jean-Max Bayard, et puis... Avant de poser ma question, je voudrais juste faire 2 petits commentaires. On a parlé tout à l'heure du urbanisme et du résultat qu'on a avec plein de béton. Il faudrait aussi qu'on sache que c'est le résultat, bien sûr, de parler de 40 ans qu'on en parle, c'est vrai, mais il faut aussi savoir que dans les années 70, je crois autour de 72 ou 73, il y a eu un rapport qui a été soumis au gouvernement de l'époque. La mission MATIM, c'est-à-dire mission d'aménagement du territoire de l'île Maurice. Il y a eu ce rapport, mais il y a eu probablement des contraintes financières qui ont fait que, à l'époque, ce rapport n'a pas pu être mis en œuvre. Donc aujourd'hui, nous héritons des choses de cette situation, des projets qui auraient dû avoir été faits, qui n'ont pas été faits pour plusieurs raisons. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. La deuxième chose que je voulais dire, je crois que ne pas reconnaître que le MID est une avancée, je crois que c'est un peu une malhonnêteté intellectuelle. C'est une avancée. Il y a probablement des faiblesses dans le rapport, on a pris beaucoup de temps, on aurait dû aller beaucoup plus vite, tout ça c'est vrai, mais il faut reconnaître que quand même le MID est là, et c'est une ouverture sur les 40-50 années à venir. Et je crois aussi que cette interview que j'ai lue, qui moi m'a choqué, et qui a dû choquer beaucoup de gens, et qui quelque part est un peu une insulte à toutes ces personnes qui ont donné beaucoup de leur temps dans tous les ateliers de travail. Je crois que c'est un petit peu injuste, et je trouve que c'est aussi jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors moi je me pose la question que je me pose, parce que j'ai là avec moi, parce que dans cette interview, même le professeur de René est critiqué. Alors j'ai là entre les mains un mail que Maud McDonald a adressé au ministère de l'Environnement, où il est question d'une proposition du docteur Vincent Diogou de travailler, de présenter un rapport, et au coût de 750 € par jour, c'est les frais qu'il réclame en tant que professionnel, 750, pas euros, excusez-moi, 750 $ par jour, et où il est dit que le rapport peut être soumis en 20 jours,
ce qui fait 15 000 $, soit environ 500 000 roupies pour 20 jours de travail. Alors ma question, elle est toute simple. Et si cette proposition avait été acceptée, est-ce que nous aurions eu le même type d'interview dans le week-end, dimanche dernier? Bon, c'est ça votre question. Ok, bon. Je voudrais que c'est la vérité, parce que, non, il faut avoir tous les tenants et tous les aboutissants du problème. Ok, Nous sommes aujourd'hui. Jean-Marc, je vais laisser je pose la question, tout simplement. de répondre. Ok, mais on ne veut pas, là, je crois, le débat va peut-être déraper. Hein. Bon, c'est navrant qu'on ait posé ce genre de questions. Bon, on comprend que M. Baya, il travaille avec le ministre, il est conseiller en communication, je ne sais pas quoi, donc il doit défendre, d'accord? Mais bon, je suis un consultant, s'il ne le sait pas, et si j'avais soumis une proposition, c'était à la demande du ministre. Je crois que M. Mohamed était là-bas, on a discuté, il m'a dit, essaye de aider. Donc, ça, si c'est 750 €, je ne sais pas si c'est ça que j'avais soumis, mais bon, j'ai mon fils, d'accord? Et c'est ça, je viens de rentrer de Madagascar, c'est ce que on m'a payé. Donc, moi, je ne me brade pas. Je ne suis pas au plus offrant. Si demain, le gouvernement, je change de camp, je change pas de dialogue, moi. D'accord? Donc, je fais mon travail comme un professionnel, et c'est ça qu'on me paye. Donc, c'est le ministre qui m'avait demandé, c'est pas moi. Donc, mon discours n'aurait pas changé. Je ne change pas comme certains changent de parti politique et changent de discours du jour au lendemain. Je ne suis pas ce genre de personne, je suis un professionnel, c'est tout. Voilà, donc, même pas cette question n'aurait même pas dû être posée ici parce que ça n'a rien à faire avec le débat. Bien, merci d'avoir réagi. Donc, on va terminer. M. DBC, il m'a dit quelque chose. On va rapidement. Oui, une petite question. Je pense que vous avez circulé un petit papier, Dr. Djogou. C'est vrai, quand nous voyons le Ecological Footprint de l'île Maurice, 4.26, c'est quelque chose qui nous laisse à réfléchir. Mais c'est un chiffre qui est very debatable, comme on dit. Est-ce qu'on a pris tous les facteurs en cause pour vous venir à ce chiffre? Maintenant, la façon que vous avez interprété ce graphe, ce modèle qui est un modèle de la UNDP, ça fait pas tellement honneur à un professionnel, parce que ça montre l'état des choses, comment les choses ont évolué, et c'est true fact of things. Et nous sommes là aujourd'hui en 2010, c'est un fait. Il nous faut renverser la vapeur pour venir dans ce petit casier ici. Et à ce stade, il y a un seul pays qui est dans ce petit casier. C'est seulement le Cuba, étonnamment. Étonnamment, c'est seulement le Cuba qui est venu dans ce petit casier. Donc pour nous, il ne faut pas mal interpréter les données. C'est un fait réel où nous sommes. Et c'est pour cela que MIT devient 2 fois plus important. Et c'est ça que je voulais faire ressortir. Merci Eric de m'avoir donné l'opportunité. Donc, bon, malheureusement, je n'ai pas apporté mon fan club, mais ce que M. Douakassing est en train de dire, je ne sais pas s'il sait que ce document sort, c'est un extrait du document politique, d'accord? Donc, l'interprétation que j'ai donnée, je ne vois pas où est le problème, d'accord? Certainement, l'empreinte écologique est sujette à des interprétations, mais ça c'est une figure qui sort de ce document, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pourquoi j'ai tenu à vous présenter ça. Voilà, c'est une figure qui est dans le document, qui n'a pas été bien analysée, pas bien interprétée, et voilà le résultat. C'est ça le résultat. Donc moi j'ai pas de problème. Ok, peut-être je vais passer la parole à un membre de votre fan club, je suppose. Non. Donc, Yves Pitchen, mais brièvement parce qu'on est déjà 7 heures et on va terminer là parce que quand même on a eu... ok, ouais. Allez, pas les... Je ne me suis pas encore inscrit, mais on va voir. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai toujours été très peu attiré par le label développement durable, qui est une espèce d'arrangement bizarre que les Nations Unies ont décrété après le sommet de la Terre de Rio de je ne sais plus quelle année. On a considéré que c'était une vision trop écologiste et environnementale, et on a fini par parler de développement durable après. Et alors ça, c'est une espèce d'auberge espagnole
où on peut tout mettre. Vous avez d'ailleurs sur Internet un site extrêmement bien fait qui s'appelle le bêtisier du développement durable, où vous constatez que tout peut être transformé en développement durable. Le dernier modèle de Mercedes ou la dernière mitrailleuse Uzi israélienne, ou n'importe quoi, tout est durable. Question. Ma question c'est, est-ce qu'il ne serait pas temps de se questionner sur ce que va vraiment recouvrir cette espèce de slogan Maurice île durable, parce que sous Maurice île durable, on peut mettre la corruption, la saleté, l'anarchie de l'urbanisme, etc. Donc moi je ne m'y retrouve pas. Je suis un citoyen lambda, je ne vais pas lire forcément tous les rapports et toutes les expertises, mais qu'on m'explique ce qu'il y a vraiment derrière ce label de Maurice île durable. Très bonne question que M. Mohamed va répondre et conclure. Ok, et conclure, donc ramasser les micros. Il y a sur notre site internet que je vais vous inviter à visiter, www.mid.mu. Vous allez voir, il y a un petit court-métrage de 7 minutes qui va vous expliquer en 7 minutes c'est quoi Maurice île durable. Mais je tiens, j'ai combien de minutes? 1 minute pour combien? Je tiens à remercier la GCI pour l'occasion de donner cet après-midi de clear the air. Chemistry, we have to clear the air. Et d'expliquer que les propos erronés qui ont été étalés dans la presse. Si la presse est là cet après-midi, mon appel c'est de remettre les faits et sur tout ce qui a été dit qui n'est pas correct. J'aime la critique, madame, quand c'est honnête, mais quand c'est pas basé sur des choses qui ne sont pas correctes ou qui est basé sur des, je sais pas moi, des intérêts, etc., etc., etc. Donc, faut donner sa chance. Faut donner sa chance. Donc le débat peut continuer pendant la collation, parce qu'on finira jamais. Ok, et j'ai oublié de remercier notre sponsor Swan Group, mais certainement Dr Vincent Diogou et Ousmane Mohamed pour avoir accepté ce débat tout à fait contradictoire, je dirais exceptionnel ce débat ce soir. Et j'aimerais remercier IHA Touadali aussi qui donnait un bon coup de main dans le projet. Et bien pour terminer, je vais inviter nos deux intervenants, Dr Diogou et M. Mohamed, de venir se serrer la main quand même. Et le débat peut continuer. Merci.